Il me faut un bébé métis comme ça. Il faut que le fils de quelqu'un se comporte bien et me donne une fille. Je veux un bébé métis, c'est trop mignon. C'est enfin arrivé. Mon premier bébé métis. Hashtag conçu par un noir. Ces tweets vous choquent? C'est normal, car les personnes qui les ont écrits fétichisent les bébés métis. Et comme dans le cas de la fétichisation d'un partenaire, c'est-à-dire l'hypersexualisation d'une personne fondée sur des stéréotypes ethniques et culturels, c'est le bébé que ces femmes pourraient avoir avec ce partenaire qui devient l'objet de fantasmes. Et ça fait réagir. Les meufs qui disent plus tard je veux un bébé métis, cheveux bouclés, yeux verts. T'as cru que tu commandais un grec ou quoi? Je veux un bébé métis? T'as cru que les noirs étaient des outils de fécondation? Mais au-delà des réactions à ces tweets, pourquoi cette fétichisation des bébés métis est-elle problématique? 1. Tout d'abord, cette fétichisation de l'enfant métis se fonde sur l'instrumentalisation du corps de son parent, du corps noir, alors perçu comme un simple biais de reproduction. Je cherche un homme noir, n'importe lequel, qui pourra me faire un enfant métis, ça pose la question de la place qui est accordée à l'homme en question. Le fait de ne considérer les hommes noirs que comme les potentiels géniteurs, que à l'aune de cette puissance sexuelle, de leur capacité d'engendrement de futurs enfants, ça interroge sur le niveau d'humanité qui est conféré à ces hommes-là. Une sexualisation du corps noir qui s'inscrit dans les rapports de domination historique hérités de l'esclavage et de la colonisation selon Solène Brun. Il y a une longue histoire coloniale d'animalisation des personnes noires, des hommes noirs mais des femmes noires aussi, et des croyances quand même très fortement ancrées en une puissance sexuelle des hommes noirs qui seraient réputés avoir des organes sexuels particulièrement développés, un appétit sexuel particulièrement développé, des tropes qui sont en fait des tropes tout à fait coloniaux et qui remontent à assez loin dans l'histoire occidentale, dans l'histoire de la colonisation, de la déportation et de la mise en esclavage de millions d'Africains. C'est ce que Fania Noël appelle l'objet corps. La personne noire est un objet corps qui apporte la partie ADN qui fait que l'enfant va être un peu bronzé et avoir des petits curlés. Les enfants sont aussi un objet corps. Un objet corps où c'est bien d'avoir des photos avec, un objet corps qui va être une déclaration en mode regardez comment on est mignon, regardez nous on représente l'antiracisme. Voilà qui nous amène à notre deuxième point. 2. Le métissage n'est pas la fin du racisme. Être en couple avec une personne noire, avoir des enfants avec cette personne ne va pas défaire les structures de domination qui régissent notre société. Oui, désolé. Cette idée qu'on pourrait pas être raciste parce qu'on a un partenaire noir ou on a des enfants métis, c'est à peu près du même ordre que des hommes qui diraient je peux pas être sexiste, j'ai une épouse et des filles. Si d'avoir de l'attirance pour une personne était une politique antiraciste, ça voudrait dire que l'époque esclavagiste était l'époque la plus antiraciste quand des centaines, des milliers d'esclavagistes hommes blancs procédaient à des viols répétés, constants sur des personnes mises en esclavage. Mais si on aime d'amour notre partenaire noir. On est dans une société dans laquelle on nous a fait croire que le problème du racisme c'était la haine et que l'inverse de la haine c'était l'amour. Et que du coup, si on aime, on n'est pas raciste. La question n'est pas tellement celle de la haine que celle des inégalités, que celle de la domination, que celle des rapports de pouvoir dans la société. Et on continue dans notre société de valoriser les personnes blanches au détriment des personnes non blanches de manière structurelle, à plein de niveaux. Et ça, c'est très compliqué de s'en défaire et c'est certain que la question de l'amour n'est pas une réponse à la question des inégalités. On peut dire, oh, mais le métissage, c'est l'avenir, parce que s'il y a du métissage, il n'y a pas de racisme. Ça permet de dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de politique. Il n'y a pas besoin d'être antiraciste, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de pensée critique. Il y a juste besoin de se laisser porter par l'amour, qui serait un concept détaché de toute structure oppressive, détaché de toute construction historique de domination. Et si finalement, loin d'être de l'antiracisme, le désir de métissage était une forme de racisme? Oui, je sais, certains vont y rire. 3. Un métissage contrôlé. Les personnes dites métisses sont valorisées dans une certaine forme d'exotisme et d'exotisme acceptable qui est quand même assez proche pour ne pas être effrayant. C'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas blanches mais qui sont quand même pas trop noires. La valorisation du métissage s'adosse très souvent à une dévalorisation particulière, une détestation des personnes noires foncées. Elle va de pair avec plutôt une négrophobie assez généralisée et l'idée que finalement quand même le noir ne serait beau que lorsqu'il est mélangé à du blanc. Avec l'enfant métis, ça va être vu comme regardez comment on arrive à les améliorer. En fait, c'est comme si c'est une amélioration du fait d'être noir. Ce qui nous amène à notre 4e point, le problème du colorisme. Cette discrimination envers les personnes au teint les plus foncés qui fait peser une pression sur les enfants métis et l'apparence qu'ils devraient avoir. Comme en témoigne Annick Dzokanga,
maman d'enfants métis et auteure du livre « Élever des enfants noirs ou métis chez les Blancs ». La problématique, c'est que l'enfant métis qui est valorisé dans les réseaux sociaux, mais c'est quand même l'enfant qui ressemble le plus possible au blanc, c'est-à-dire avec une peau claire, des yeux clairs, bleus ou verts, ou à la limite noisette claire, et des cheveux bouclés et le teint doré. Donc, on retombe toujours sur cette problématique du racisme latent. On attend un bébé idéal pour correspondre à un certain idéal de beauté promu par les réseaux sociaux, et quand l'enfant ne matche pas cette réalité, ça va être difficile. Et même s'il match la réalité, ça va être difficile aussi parce que c'est un enfant qui risque d'être surexposé. Cette influence, ce dictat de la beauté métisse, c'est-à-dire le plus clair possible, les cheveux le plus souples possible et les yeux les plus clairs possible, nos enfants le ressentent. Et c'est une souffrance pour eux. Et ça remonte à très loin. Et ça reste aussi très important dans les sociétés caribéennes où il y a voilà, un colorisme qui est très fort et où, de fait, les personnes les plus claires, non seulement sont les plus valorisées, sont toujours considérées les plus désirables, mais aussi continuent à avoir aussi plus de pouvoir économique, plus de pouvoir politique, même en France hexagonale. La valorisation des personnes dites métisses, elle aboutit forcément à un ensemble d'avantages et de privilèges que ces personnes-là vont avoir par rapport aux personnes non métisses. Et pour le coup, le métissage peut protéger en grande partie de discrimination, de violence. Un colorisme qui, selon Fania Noël, va même pousser le groupe dominé, en l'occurrence les personnes noires, à elles aussi vouloir donner naissance à des enfants métis, donc moins noirs, pour que ces enfants subissent moins de racisme. La désirabilité d'avoir ça est pour le groupe le plus dominé. Vu comment se joue le colorisme, le racisme intériorisé va se jouer dans le groupe noir, mais beaucoup moins dans le groupe blanc. Ce sera toujours les personnes qui ressemblent à Charlize Theron dans le groupe dominant blanc qui vont être vues comme les plus désirables. Alors que dans le groupe démographiquement noir, ces personnes vont avoir un statut spécial de désirabilité parce que ils sont ceux avec le plus de proximité esthétique avec ce que la suprématie blanche demande. Mais alors, c'est quand même possible d'avoir des enfants métis? Il y a plein de personnes que je connais qui ont des enfants métis, qui sont dans des relations interraciales, mais c'est justement que c'était pas la quête de leur vie. Je pense que c'est ça qui a fait que c'est pas problématique. C'est arrivé parce que c'est arrivé. Ils sont extrêmement honnêtes. Ils sont conscients qu'ils ne vivent pas dans un monde non racial. Ça veut dire qu'ils discutent du fait de tous les biais racistes intériorisés, extériorisés que les uns et les autres peuvent avoir. Ça pose aussi la question de est-ce que ces mères-là sont prêtes à du coup faire face à ce que ça veut dire élever des enfants non blancs dans une société raciste. Qu'est-ce qu'elles vont du coup aussi transmettre à ce sujet? Elles vont en discuter avec leurs partenaires, qu'est-ce qui va se dire, se transmettre, s'apprendre, etc. dans ces familles-là. Élever des enfants non blancs dans une société raciste, ça implique un travail spécifique pour du coup essayer de limiter à tout prix la manière dont la société va apprendre à ses enfants à quel point ils sont moins importants, moins désirables, que leur vie compte moins que celle des personnes blanches. Et vous, qu'en pensez-vous?